Imaginez un bureau parisien, l'automne 1938. La fumée de cigarettes forme un nuage bleuté sous les plafonds trop bas du quai d'Orsay. Une carte de l'Europe couvre tout un mur, piqué d'épingles rouges autour de l'Allemagne. L'horloge indique 22 heures passées. Et au centre de cette scène, un homme, mince, le regard dur, se penche sur un télégramme venu de Londres. Jean-Baptiste Massigli sait qu'il lui reste moins de 48 heures pour empêcher l'Europe de sombrer dans la guerre ou dans une paix encore plus dangereuse. Il entend derrière la porte des pas précipités, des éclats de voix. Il reconnaît immédiatement celle de son rival, le ministre Georges Bonnet, l'homme qui, depuis des mois, tente de l'écarter, de le faire taire, de transformer sa compétence en faute. Sur la table, deux versions d'un même message aux Britanniques, l'une prudente, l'autre implacable. Dans quelques minutes, il devra choisir, engager sa carrière, peut-être sa vie. Et pourtant, ce choix ne s'est pas décidé ce soir-là. Il s'est construit pendant des décennies, depuis un printemps lointain, en 1888. Pour comprendre comment Jean-Baptiste Massigli est devenu cet homme tendu entre deux télégrammes, il faut remonter aux origines, loin, du tumulte diplomatique, là où tout semble encore simple. Dans une ville de province de la Troisième République, avec ses rues pavées, ses façades claires, ses cafés où les hommes refont le monde avec plus de vers que d'arguments, c'est là qu'un 22 avril 1888, un enfant vient au monde sans qu'aucun journal ne juge utile de le noter. Sa famille appartient à cette bourgeoisie républicaine qui croit dur comme fer à l'école, au mérite, à la lecture, à la raison. Les conversations du dîner ne tournent pas autour des récoltes ou des prix du marché, mais autour de la question qui obsède la France, de l'après 1870. Comment empêcher que l'Allemagne, cette puissance née dans le fracas de la défaite française, ne vienne à nouveau humilier le pays? Le petit Jean-Baptiste grandit au milieu de ces phrases qui sonnent comme des avertissements. À l'école, il n'est ni le plus fort ni le plus populaire. Mais il a une arme silencieuse, une mémoire presque effrayante, une capacité à absorber les dates, les cartes, les chiffres, à les relier les uns aux autres. Son instituteur le surprend un jour, penché sur une carte de l'Europe, à tracer au crayon des frontières imaginaires. « Pourquoi tu fais ça ?»« Pour voir comment éviter la prochaine guerre », répond l'enfant sans sourire. Personne ne se doute alors que cette obsession deviendra un métier. À l'adolescence, il découvre Paris. Pour un jeune provincial, la capitale a l'allure d'un univers parallèle, bouillonnante, bruyante, aveuglante. Au quartier latin, les cafés regorgent d'étudiants qui s'enflamment pour Zola, Dreyfus ou Nietzsche. Jean-Baptiste écoute plus qu'il ne parle, mais quand il prend la parole, son ton calme tranche avec les envolées lyriques des autres. Ce qu'il veut, lui, ce n'est pas briller dans un amphithéâtre, c'est comprendre les mécanismes cachés du pouvoir. Il se plonge dans l'histoire, le droit, les langues. Il apprend l'allemand avec une rigueur presque maniaque, note les nuances, les dialectes, les tournures, comme s'il voulait pouvoir entrer un jour dans la tête de l'adversaire d'hier. Dans les bibliothèques sombres, entre des piles de livres aux couvertures usées, une idée s'insinue en lui. La vraie bataille, désormais, ne se jouera plus seulement sur les champs de bataille, mais dans les notes diplomatiques, les traités, les conférences. Il se voit déjà au ministère des Affaires étrangères, ce quai d'Orsay, qui pour lui sonne comme une forteresse. Pourtant, à la belle époque, la diplomatie française est un monde fermé, aristocratique, où les fils de la noblesse côtoient ceux de la très haute bourgeoisie. Un jeune homme sans titre n'y entre pas facilement. Jean-Baptiste le sait. Mais il sait aussi que la République a ouvert des brèches. Par les concours, par l'école, par le travail, il est possible, théoriquement, de forcer la porte. Il se fixe un premier compte à rebours, quelques années pour se rendre tellement indispensable sur le plan intellectuel que nul ne pourra contester sa place. Ce premier défi ressemble à une course silencieuse. Pendant que d'autres goûtent au plaisir de la vie parisienne, il passe des nuits sur des manuels de droit international, sur des ouvrages en anglais, en allemand, en italien. Ses camarades le surnomment parfois le ministre, mi-moqueur, mi-admiratif. Aucun d'eux n'imagine que, des décennies plus tard, ce sobriquet sonnera presque comme une prophétie. Puis l'illusion de la belle époque se brise net. Août 1914.
Les affiches de mobilisation fleurissent sur les murs, les gares se remplissent d'hommes en uniforme, les trains bondés quittent la capitale sous les acclamations et les larmes. Jean-Baptiste, lui, voit au-delà de la ferveur patriotique. Avec sa connaissance de l'Allemagne, il comprend que la guerre sera longue, brutale, impitoyable. Mais il ne tergiverse pas. Comme des millions d'autres, il rejoint son régiment. Le contraste est saisissant. Le jeune intellectuel, habitué aux bibliothèques silencieuses, découvre la boue, le froid, la peur viscérale des tranchées. Il voit des hommes fauchés en quelques secondes par des rafales de mitrailleuses, des corps qui restent pendus au barbelé pendant des jours, des lettres jamais ouvertes dans des poches ensanglantées. La guerre, qu'il avait tant étudiée dans les livres, prend une odeur précise, celle du métal chaud et de la terre retournée par les obus. Très vite, ses supérieurs remarquent ses compétences linguistiques et son esprit d'analyse. On l'affecte à des tâches de liaison, d'interprétariat, puis à des services plus discrets. Rédaction de notes, décryptage de documents, saisie, analyse de rapports. À quelques kilomètres du front, dans des baraquements improvisés, il commence à faire ce qu'il fera toute sa vie. Interpréter des textes pour prévenir des catastrophes. Mais ici, chaque erreur peut se payer par des centaines de morts. La guerre lui offre un premier choc moral. Il voit combien l'improvisation, l'orgueil, l'aveuglement de certains états-majors coûtent cher. Il découvre aussi l'abîme qui sépare les décisions prises à l'arrière et la réalité vécue au front. Cette fracture, il la gardera en mémoire lorsqu'il observera, plus tard, les ministres jouer avec des cartes et des alliances comme avec des pions abstraits. Pour lui, chaque trait de plume sur une carte correspond désormais à des vies humaines très concrètes. En 1918, lorsque les canons se taisent enfin, la France est exsangue. Des villages entiers ont disparu, des millions de vies ont été brisées. À la gare, parmi les soldats démobilisés, Jean-Baptiste serre contre lui un petit sac élimé. Il n'a pas d'illusion. La victoire n'est pas la fin de l'histoire, seulement le début d'une nouvelle bataille, plus subtile. Car l'Allemagne vaincue n'est pas annihilée, elle est humiliée. Et une Allemagne humiliée, il le sait, est une bombe à retardement. C'est précisément pour cette nouvelle bataille qu'il est appelé au Quai d'Orsay. Dans les couloirs austères du ministère, encore imprégnés de l'odeur du tabac et de la poussière de dossiers trop feuilletés, il fait ses premiers pas de diplomate. Il n'est pas encore le grand directeur politique qu'il deviendra, mais on lui confie déjà des dossiers sensibles, la préparation de la paix, la question des réparations, la surveillance d'une Allemagne en apparence à genoux. Il découvre la mécanique impitoyable des conférences internationales, Versailles, 1919. Des délégations du monde entier convergent dans les salons dorés, où les miroirs reflètent autant les uniformes qu'une certaine illusion de contrôle. On croit redessiner l'Europe avec des plumes et des seaux de cire. Jean-Baptiste, simple collaborateur, observe fasciné et inquiet. Derrière les grandes phrases sur la paix, il devine les frustrations, les haines, les humiliations qui s'accumulent comme des nuages lourds. Un jour, au détour d'un couloir, il croise un homme au regard vif, plus flamboyant, plus politique que les diplomates qui l'entourent. C'est un certain Georges Bonnet, alors en pleine ascension. Ils échangent quelques phrases polies. Rien, à cet instant, ne laisse présager que cet homme, des années plus tard, deviendra son adversaire le plus acharné. Mais déjà, une nuance les oppose. Là où Jean-Baptiste parle de garantie, Bonnet insiste sur les compromis. Là où l'un pense en termes de rapport de force, l'autre ne jure que par les équilibres temporaires. À Versailles, le temps devient une obsession. Il faut rédiger les clauses, négocier les détails, signer les traités, avant que la lassitude, la colère ou la lassitude des opinions publiques ne fassent tout capoter. Dans les bureaux encombrés de cartes et de documents, la notion de délai se transforme en pression permanente. Jean-Baptiste se découvre une capacité étonnante à travailler sous cette contrainte. Nuit blanche, piles de dossiers, télégrammes. À déchiffrer, notes à rédiger en quelques heures pour éviter un malentendu aux conséquences explosives. Mais dans ce tourbillon, une angoisse le ronge. Il voit que l'on exige de l'Allemagne des réparations écrasantes, des concessions humiliantes. Il rédige des notes, alerte, souligne le risque de nourrir un ressentiment profond. Ces textes circulent, sont annotés, marginalisés parfois.
Certains le trouvent trop pessimiste, presque obsédé par le danger allemand, d'autres, au contraire, notent son nom. Ce jeune diplomate qui ose écrire noir sur blanc que « la paix signée aujourd'hui contient en germe les crises de demain » intrigue. Les années 1920 s'ouvrent comme une décennie d'illusions prudentes. On parle de société des nations, de sécurité collective, de désarmement. Jean-Baptiste participe de plus en plus activement aux grandes discussions qui doivent empêcher le retour de la barbarie. Il voyage, assiste à des conférences, rencontre des homologues étrangers. À Genève, là où se joue une partie du destin du continent, il observe les sourires forcés, les poignées de main trop appuyées, les phrases creuses qui masquent mal les fractures profondes. C'est aussi là qu'il affine son regard sur l'Angleterre, ce partenaire indispensable et insaisissable. Dans les salons feutrés de Londres, il comprend que l'alliance franco-britannique sera la clé de tout. Il développe des liens, tisse des réseaux, gagne peu à peu une réputation d'expert des relations franco-allemandes et franco-britanniques. Chaque rapport qu'il envoie à Paris est une tentative de prévenir l'aveuglement. Chaque phrase est pesée, car il sait que la diplomatie se joue autant dans les nuances que dans les grandes décisions. Pendant ce temps, d'autres, à Paris, soignent leur carrière politique. Georges Bonnet en fait partie, ambitieux, habile. Il multiplie les mandats, les alliances, les compromis. Quand Jean-Baptiste le recroise, quelques années après Versailles, l'homme est déjà un personnage en vue. Leur conversation, courtoise, se teinte cette fois d'une pointe de tension. Bonnet parle de pacification, de concessions nécessaires. Massigli répond en termes de fermeté, de crédibilité. Deux mondes commencent à se faire face. Dans les couloirs du Quai d'Orsay, certains commencent à chuchoter que ces deux façons de voir la France finiront forcément par s'affronter. D'un côté, les partisans d'une paix à presque n'importe quel prix, prêts à courber l'échine pour gagner du temps. De l'autre, ceux qui considèrent que céder aujourd'hui, c'est payer plus cher demain. Jean-Baptiste, sans le vouloir, devient peu à peu le visage d'une diplomatie lucide, parfois jugée trop alarmiste, face à un courant, plus rassurant, plus séduisant pour des dirigeants fatigués par la guerre. Au fil des années, sa responsabilité s'accroît, il n'est plus seulement ce jeune diplomate discret. Il devient l'un des architectes de la politique étrangère française, mais avec l'importance vient aussi la solitude. Dans son bureau, tard le soir, penché sur des cartes où l'Allemagne se redresse lentement, il sent que le temps lui échappe. Chaque discours apaisant à Berlin, chaque manœuvre dilatoire à Londres lui donne l'impression d'un compte à rebours silencieux. Il ne sait pas encore que ce compte à rebours, un soir de 1938, se matérialisera en 48 heures de tension pure, et tandis que l'Europe, à la fin des années 1920, s'abandonne à une danse fragile de traités et de conférences, lui voit déjà se profiler, derrière les façades lumineuses, l'ombre d'un nouveau conflit. Dans cette ombre grandit aussi une autre silhouette, celle de Georges Bonnet, l'homme qui, un jour, disposera du pouvoir politique de valider ou d'enterrer les avertissements du diplomate. Le futur duel est en place, il ne manque plus que l'étincelle, quelque part entre Berlin, Londres et Paris, pour transformer ce face-à-face latent en véritable confrontation. Un matin gris de janvier 1933, Paris s'étire lentement. Au Quai d'Orsay, les couloirs sont encore presque vides, les portes closes, les dactylos pas encore installés. Dans un bureau au fond d'un couloir mal éclairé, une cafetière fume, un stylo gratte le papier. Rien ne semble annoncer un bouleversement historique et pourtant, à 9h30, un huissier essoufflé surgit, un journal froissé à la main. Il le jette presque sur le bureau de Jean-Baptiste Massigli. Un titre en haut de la une, en caractères noirs, tranche avec la banalité du matin. Adolf Hitler nommé chancelier du Reich. Un silence lourd tombe. Dehors, Paris continue de vivre. Les tramways circulent, les kiosques vendent leurs journaux comme tous les jours. Dedans, dans ce rectangle de lumière, un homme comprend qu'un compte à rebours vient de s'enclencher. À partir de ce moment, chaque télégramme, chaque note, chaque entretien ne sera plus qu'une tentative désespérée de ralentir cette horloge qui tic-tac vers la catastrophe. Les années 1930 s'ouvrent pour Jean-Baptiste Massigli comme une décennie de paradoxes. Officiellement, sa carrière est en plein essor. Après ces années d'apprentissage, il est désormais l'un des piliers du Quai d'Orsay, celui qu'on consulte lorsqu'il s'agit de l'Allemagne et de l'Angleterre, de l'équilibre fragile du continent.
Il a derrière lui des conférences, des missions à Genève, des séjours à Londres. Dans le petit monde fermé de la diplomatie, son nom circule avec respect, sérieux, méthodique, d'une lucidité presque dérangeante. Mais cette ascension professionnelle se déroule dans une Europe qui s'effrite. La crise économique de 1929 a balayé les illusions de prospérité. Dans les rapports qui s'empilent sur son bureau, Massigli lit l'angoisse sociale, la montée des extrémismes, l'épuisement des démocraties. Et maintenant, Hitler, ce tribun qu'on disait marginal, tient les rênes de l'Allemagne. Dès les premiers jours, Massigli se plonge dans les discours du nouveau chancelier, dans les programmes du parti nazi, dans les rapports des ambassadeurs français à Berlin. Il souligne des phrases, entoure des dates, compare avec les clauses du traité de Versailles, là où certains, à Paris, veulent encore croire à un Hitler raisonnable, à un homme d'ordre qu'on pourrait canaliser, lui voit, au contraire, un projet cohérent de révision totale de l'ordre européen. Une de ses premières notes sur le sujet, rédigée à la hâte mais avec une précision glacée, circule parmi les hauts fonctionnaires. Il y écrit, en substance, qu'un régime fondé sur le ressentiment, le racisme et le culte de la force ne s'arrêtera pas à quelques concessions symboliques. À côté de cette mise en garde, un directeur griffonne au crayon « exagéré ». À revoir. Le mot reste piqué comme une écharde. Dans ces années-là, Massigli s'impose comme l'un des artisans de la politique d'alliance française. Il suit de près les efforts pour encadrer le réarmement allemand, pour renforcer la coopération avec Londres, pour faire vivre la Société des Nations. Il n'est pas encore directeur politique, mais il en a déjà le rôle de fait. On lui confie les dossiers les plus brûlants, ceux qui peuvent faire basculer l'équilibre entier du continent. Le contraste est saisissant. Plus l'Europe se fragilise, plus sa place au cœur de la machine diplomatique se renforce. Il devient l'homme des nuits blanches, celui que l'on réveille pour rédiger, en 3 heures, une note décisive avant l'ouverture d'une conférence à Genève ou d'un débat à la Chambre. Il apprend à raisonner avec le temps comme un chirurgien avec le sang. Chaque retard, chaque mot mal choisi peut devenir un risque vital. Peu à peu, une autre figure se rapproche comme une ombre qui grandit au fil des années. Georges Bonnet, avocat habile devenu homme politique, député, ministre à plusieurs reprises. Il incarne ce visage de la Troisième République qui sait naviguer entre les partis, se rendre indispensable aux gouvernements successifs. Là où Massigli travaille dans la pénombre des bureaux, Bonnet brille sous les lustres de la Chambre, séduit les journalistes, rassure les électeurs. Les deux hommes ne jouent pas sur le même terrain, mais leurs trajectoires convergent vers un même centre. La politique étrangère. Massigli voit monter Bonnet avec un mélange de méfiance et de curiosité. Bonnet, lui, observe ce diplomate trop lucide, trop indépendant, qui commence à peser sur les décisions sans jamais se présenter devant les électeurs. Le conflit n'est pas encore ouvert, mais la tension est là, latente, comme 2 plaques tectoniques qui glissent l'une contre l'autre. Au milieu des années 1930, la situation s'aggrave brutalement. Hitler se retire de la Société des Nations, réarme en violation des traités, teste la réaction des démocraties. À chaque nouvelle provocation, une même scène se rejoue au Quai d'Orsay. Des ministres anxieux, des conseillers pressés, des cartes étalées sur la table. Et, au bout de la table, la voix calme de Massigli, qui insiste sur un point simple et terrifiant. Plus il réussit, plus il ira loin. Plus nous cédons vite, plus il exigera. En 1935, le plébiscite de la Sarre, la remilitarisation allemande, puis les accords de Stresa avec l'Italie et l'Angleterre donnent une brève illusion de cohésion antifasciste. Massigli participe de près à ces négociations. À Londres, dans les salons lambrissés de Whitehall, il multiplie les entretiens, les dîners, les échanges avec les responsables britanniques, son anglais impeccable, sa connaissance fine de la mentalité d'outre-Manche en font un interlocuteur privilégié. Il croit un instant que l'on est en train de dresser un rempart commun contre Hitler, mais ce rempart se fissure presque aussitôt. L'Italie de Mussolini envahit l'Éthiopie. La Société des Nations se révèle incapable de réagir autrement que par des sanctions timides. Les États se replient sur leurs intérêts, la solidarité s'évapore. À Genève, Massigli voit, presque physiquement, l'idée même de sécurité collective se décomposer. Dans ses notes, il ne parle plus de maison ou de système, mais de digue,
qui cèdent les unes après les autres, laissant monter un fleuve sombre, puis vient 1936. Une date, surtout, s'inscrira en lettres de feu dans sa mémoire. 7 mars. L'Allemagne remilitarise la Rhénanie, zone démilitarisée par le traité de Versailles. En quelques heures, des unités allemandes franchissent les ponts, occupent les villes, les moustiquaires des postes militaires français restent immobiles. Aucun ordre n'est donné pour les arrêter. Ce jour-là, le temps devient une arme. Dans son bureau, Massigli recense fébrilement les informations qui lui parviennent. Des sources indiquent que Hitler a donné des instructions claires à ses troupes. En cas de réaction française, elles doivent se replier. L'Allemagne bluffe. Entre le moment où les premiers soldats franchissent le Rhin et celui où ils seront solidement installés, il y a une fenêtre de quelques heures, peut-être de 2 ou 3 jours au maximum, une brèche minuscule mais décisive. Massigli rédige à toute vitesse une note, insiste « Si nous n'agissons pas maintenant, nous n'agirons plus jamais ». Il plaide devant ses supérieurs, rappelle que le traité est clair, que ce coup de force, s'il n'est pas puni, deviendra la norme. Mais à Paris, au sommet de l'État, la peur d'une nouvelle guerre, l'instabilité politique, l'écho des tranchées pèsent plus lourd que l'analyse stratégique. On tergiverse, on consulte, on temporise. Et le délai s'écoule. Quand la décision tombe, elle ressemble moins à une décision qu'à un aveu. On ne fera rien. La France protestera, saisira la Société des Nations, mais n'enverra pas un seul soldat. Pour Massigli, c'est un choc intime, presque physique. Il a la sensation d'entendre se briser quelque chose de définitif. La crédibilité de la France, le respect des traités, l'illusion que la fermeté pouvait encore contenir Hitler. Plus tard, il dira que ce jour-là, sans le savoir, l'Europe a perdu la guerre. Dans cette atmosphère d'abandon progressif, la vie politique française continue pourtant de suivre son théâtre habituel. Le Front populaire, la montée des tensions sociales, les débats sur les congés payés, tout cela bouscule les gouvernements. Mais au Quai d'Orsay, une constante demeure. On a besoin de Massigli. En 1937, cette nécessité est reconnue officiellement. Il est nommé directeur des affaires politiques, le poste le plus stratégique du ministère, celui d'où sont préparées toutes les grandes orientations de la politique étrangère. Pour un homme issu d'une bourgeoisie provinciale, entré par concours dans une maison longtemps réservée à l'aristocratie, c'est une sorte de victoire silencieuse. Il n'y a pas de champagne, ni de fanfare, seulement un déménagement de bureau, quelques cartons à porter, un nom sur une porte qui change, mais derrière cette porte, désormais, passent toutes les informations vitales du moment. Rapports de Berlin, de Londres, de Rome, de Moscou, appels téléphoniques de ministres affolés, coups de fil de journalistes insistants. C'est aussi à cette époque que le duel avec Georges Bonnet commence à prendre une tournure plus directe. Bonnet a multiplié les portefeuilles, finances, justice, commerce, puis l'intérieur, et se rapproche du cœur du pouvoir. Il parle de paix, de détente, de réorientation des priorités vers l'intérieur. Dans un pays encore traumatisé par la boucherie de 1914-1918, son discours trouve un écho puissant. Beaucoup, dans la classe politique, ne veulent plus entendre d'alertes, de remises en cause, de risques. Massigli, lui, ne sait pas parler en slogan. Il présente des rapports, des analyses, des graphiques. Il montre la courbe des dépenses militaires allemandes, la multiplication des incidents provocateurs, la mainmise nazie sur tous les rouages du Reich. Là où Bonnet promet d'acheter du temps, Massigli répète que le temps n'est plus à vendre, que chaque semaine gagnée sans réaction est en réalité une semaine perdue pour la paix. La guerre d'Espagne éclate en 1936 et vient ajouter un champ de bataille à cette lutte de vision. Officiellement, la France choisit la non-intervention. Dans les faits, l'Allemagne et l'Italie envoient des avions, des chars, des conseillers, testent leurs armements sur les villes espagnoles. Guernica devient un laboratoire de la terreur aérienne. Massigli, à travers les rapports qui lui parviennent de Madrid et de Barcelone, comprend que l'Espagne est plus qu'une guerre civile. C'est une répétition générale? Il tente de faire passer ce message à ses interlocuteurs britanniques, mais à Londres, on craint tout autant la guerre que le communisme. On lui répond par des demi-mesures, des comités, des déclarations morales. À chaque retour de Londres, Massigli traverse la Manche avec le même sentiment d'urgence déçu. Dans les trains de nuit qui le ramènent à Paris, il relit ses notes,
corrige des formulations, cherche la phrase, le chiffre, l'image. Qui peut-être fera enfin comprendre l'ampleur du danger. Au début de 1938, les événements s'emballent. L'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, se déroule à une vitesse effrayante. En quelques jours, un État souverain disparaît, absorbé sous les acclamations d'une foule encadrée par les uniformes bruns. À nouveau, la question du délai se pose. Aurait-on pu intervenir plus tôt, plus vite? Aurait-on dû? Massigli assiste à la scène depuis son bureau, à travers les dépêches, les photos, les enregistrements. Il voit, encore une fois, la même hésitation. Condamner fortement, mais agir peu. C'est dans ce contexte qu'un tournant politique survient à Paris. En avril 1938, Georges Bonnet est nommé ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d'Édouard Daladier. Le rival indirect, le politicien habile qui parlait de paix dans les couloirs, devient l'autorité politique suprême du Quai d'Orsay. Massigli, directeur politique, se retrouve désormais en prise directe avec cet homme dont il connaît les réflexes, les ambitions, les compromis. Le choc est immédiat. Dès les premières réunions, presque rien ne les rapproche. Là où Massigli parle de crédibilité, Bonnet lui rétorque « opinion publique ». Là où le diplomate insiste sur les engagements pris, le ministre parle de marge de manœuvre. Dans les couloirs, les conseillers sentent que la maison se coupe en deux. Les réalistes, qui suivent Massigli dans l'idée que céder à Hitler ne fera que le renforcer, et les apaisants, qui pensent comme Bonnet qu'il faut sauver ce qui peut l'être en sacrifiant ce qui doit l'être. L'été 1938 approche, et avec lui la crise des Sudètes. Hitler exige le rattachement à l'Allemagne des régions tchécoslovaques, peuplées en partie de germanophones. C'est un nouveau test, plus grave encore, car il touche un pays allié de la France, intégré dans un système de garantie laborieusement construit. Une fois de plus, tout se joue en semaines, en jours, bientôt en heures. Au cœur de cette tourmente, Massigli travaille comme un homme qui sait que le temps est en train de se rétrécir autour de lui. Il rédige des instructions pour l'ambassade de France à Londres, discute avec les militaires, consulte les cartes, les statistiques, les précédents. Chaque journée ressemble à un compte à rebours qui recommence au matin, plus court que la veille. C'est dans cette atmosphère suffocante que se déroule la scène évoquée au tout début. Un soir d'automne 1938, tard, le bureau enfumé, deux versions d'un télégramme sur la table. L'une, prudente, cherche à rassurer Londres, à montrer la bonne volonté française, à suggérer des concessions possibles. L'autre, implacable, met en garde les Britanniques. Si l'on cède encore, si l'on sacrifie Prague après Vienne, il ne restera plus grand-chose à défendre. Massigli penche pour la seconde. Il sait que les Britanniques l'écoutent, qu'à Londres, son nom est associé à la lucidité, à une compréhension intime de la mécanique allemande. Mais il sait aussi que ce télégramme sera lu, relu, corrigé par le cabinet du ministre. Et ce ministre, c'est Bonnet. L'affrontement n'a pas lieu devant les caméras. Il se déroule derrière une porte close, dans un bureau où la lumière des lampes accentue les rides du front. Bonnet, assis, lit à voix haute un passage du projet de notes. Nous ne saurions accepter que la France soit réduite à constater des faits accomplis. Il relève la tête, esquisse un sourire froid. Vous allez trop loin, Massigli. Nous ne sommes pas en position d'imposer quoi que ce soit. Nous devons être souples. Le ton monte, mais sans éclat. C'est l'affrontement typique de deux hommes qui jouent leur vision du monde. Massigli parle de Hitler, de la Rhénanie, de l'Anschluss, de la logique implacable qui relie tous ces événements. Bonnet, lui, évoque les morts de 14-18, la faiblesse de l'armée française, la fragilité du gouvernement, le spectre de l'effondrement intérieur. À la fin, le texte partira à Londres sous une forme édulcorée, lissée, arrondie. La version implacable restera dans un tiroir, comme une preuve matérielle de ce qui aurait pu être. Quelques semaines plus tard, la conférence de Munich se tient sans que Massigli y participe. L'homme qui connaît le mieux les intentions de Berlin et les états d'âme de Londres reste à Paris, planté devant un téléphone, à attendre. Des échos fragmentaires de ce qui se dit dans les salons bavarois, une sorte d'exil intérieur, sans billet de train ni tampon sur un passeport. La nuit de Munich, le quai d'Orsay ressemble à un théâtre vidé de ses spectateurs. Les couloirs sont plongés dans une semi-obscurité, les voix se font rares. On chuchote près des combinés,
On guette les visages de ceux qui descendent des étages ministériels. Vers 3 heures du matin, la nouvelle tombe. Un accord a été signé. La Tchécoslovaquie cède les Sudètes. Les démocraties s'en retournent avec la promesse illusoire de la paix pour notre temps. Massily lit le texte mot à mot. Il ne trouve pas là une solution, mais un sursis mortel. Il sait que cet accord, salué par des foules soulagées, sera interprété à Berlin comme une victoire sans combat, une validation de la méthode du fait accompli. Dans le silence de son bureau, il griffonne les premières lignes d'une note lucide, presque prophétique. Ce document circulera, fera réfléchir certains, irritera d'autres. Une chose est certaine, aux yeux de Bonnet, il devient désormais un problème. Il nous faut des hommes qui soutiennent la politique du gouvernement, pas qui la sabotent, lâche un jour le ministre, devant quelques proches. Le message passe. On commence à chercher une solution pour ce directeur politique trop indépendant, trop lié aux Britanniques, trop peu disposé à habiller. De beaux mots ce qu'il considère comme des renoncements. La solution porte un nom séduisant. Ankara, ambassadeur de France en Turquie. Une belle ambassade, un poste stratégique à l'entrée du détroit, un pays clé entre Europe et Orient. Sur le papier, c'est une promotion, une marque de confiance. En réalité, c'est un exil élégant. On éloigne de Paris l'homme qui conteste. On le remplace par un diplomate jugé plus souple. Quand la nouvelle lui est annoncée, Massily comprend immédiatement la double nature de cette décision. Il voit le piège, mais aussi l'enjeu. Refuser, ce serait rompre avec la machine diplomatique, se placer en marge au moment où l'histoire s'accélère. Accepter, c'est s'éloigner du centre nerveux au moment critique, mais rester dans le jeu, tenter d'agir autrement, depuis un autre front. Il a quelques jours, à peine, pour décider, pour préparer son départ, pour transmettre des dossiers, pour dire adieu à ce bureau où il a passé tant de nuits. Ce délai, une fois encore, pèse comme un compte à rebours. Dans les couloirs, certains collègues le regardent avec compassion, d'autres avec un soulagement à peine dissimulé. On murmure que Bonnet a gagné, que l'homme qui faisait peur aux partisans de l'apaisement quitte enfin la scène. Massily choisit d'accepter, non par résignation mais par stratégie. La Turquie, pays en pleine transformation, à la croisée des routes, sera bientôt un enjeu majeur. Il le sait. Il se dit qu'il pourra y construire une politique d'alliance, renforcer les liens, préparer le jour où, inévitablement, l'Europe plongera dans la guerre. Si on l'a envoyé à la périphérie, rien ne l'empêche de faire de cette périphérie un poste d'observation et d'action. Un matin de début 1939, à la gare de Lyon, un train long serpente le long du quai. Dans un compartiment de première classe, une valise en cuir, quelques dossiers, un manteau sombre posé sur un crochet. Par la fenêtre, Paris recule lentement. Les toits, les cheminées, les silhouettes deviennent un décor flou. Massily reste debout, une main sur la poignée, l'autre dans la poche, le regard fixé sur la ville qui s'éloigne. Il sait qu'au même moment, à Berlin, à Londres, à Rome, d'autres hommes tracent des lignes sur des cartes, rédigent des notes, prennent des décisions qui engageront le monde entier. Il sait aussi qu'à Paris, dans le bureau qu'il occupait hier encore, quelqu'un d'autre se penche désormais sur les télégrammes venus d'Europe centrale. Son rival a remporté une manche, mais il sent, confusément, que cette victoire-là porte déjà en elle le germe d'un désastre. Le train file vers l'est, puis vers le sud. À chaque station, à chaque changement, les journaux affichent des manchettes de plus en plus alarmantes. Ultimatum à Prague, manœuvre. Allemande, nouveau discours enflammé de Hitler. La cadence s'accélère. Le temps, pour Jean-Baptiste Massily, se découpe désormais en deux horizons. Celui immédiat de sa mission en Turquie et celui, plus lointain mais terriblement proche, d'une guerre qu'il voit se dessiner avec la netteté d'une carte bien tracée. Bientôt, depuis Ankara, il regardera l'Europe brûler à distance, pris lui-même dans un dernier dilemme. Obéir à un gouvernement qui capitule ou suivre une autre voie, plus incertaine, plus dangereuse. Mais pour l'instant, dans ce compartiment qui tangue au rythme des rails, il ne lui reste qu'une certitude. Le compte à rebours déclenché. Ce matin de janvier 1933 arrive à son terme. Et ni les télégrammes adoucis, ni les accords signés à la hâte n'y changeront plus rien. La nuit est tombée sur Ankara quand le télégramme arrive.
Dehors, la ville anatolienne est d'un calme presque irréel. Un marchand replie sa bâche, le dernier tramway grince dans la pente, un muezzin lance un appel étiré au-dessus des toits plats, à l'intérieur de l'ambassade de France, les murs vibrent d'une autre musique, le cliquetis frénétique de la machine à écrire, le souffle court d'un secrétaire, et ce papier comptant à Jean-Baptiste Massigli comme on tend une sentence. Gouvernement français a demandé l'armistice. Un silence compact s'abat sur le bureau, à plus de 2000 km de Paris, au milieu d'une capitale encore neutre, la France vient de s'effondrer. Massigli lit et relit la dépêche, comme si les mots pouvaient, à force d'être examinés, changer de sens. Ils ne changent pas. En bas, une mention glaciale, instructions détaillées suivront. Il jette un regard à l'horloge. Minuit passé. Il sait déjà qu'au lever du jour, le ministre des Affaires étrangères turc appellera, que Londres demandera des explications, que Berlin, peut-être, cherchera à tester la solidité de l'alliance, signée quelques mois plus tôt. Il a, au mieux, quelques heures pour décider. Obéir au nouveau gouvernement de Vichy ou rompre avec lui. Quelques heures pour choisir non seulement son camp, mais le sens même de sa carrière, de sa vie. Cette nuit-là, le temps n'est plus une donnée abstraite, c'est un compte à rebours brut qui s'est mis à tourner sans prévenir. Pour comprendre comment Jean-Baptiste Massigli s'est retrouvé seul face à ce choix, il faut revenir quelques mois en arrière, au moment où son train, quittant la grisaille parisienne, a pénétré dans la lumière sèche d'Ankara. Dès la sortie de la gare, la capitale turque l'étonne. Rien ici des façades haussmanniennes, des salons dorés, des corridors feutrés du quai d'Orsay. Ankara est une ville neuve, tendue vers l'avenir, avec ses immeubles rectilignes plantés au milieu d'un paysage de collines rases. Dans les rues, on croise autant de fez encore tolérés que de chapeaux occidentaux, des étudiants en costume 3 pièces et des paysans. Montés sur des charrettes brinque-ballantes, cette Turquie qui se cherche entre Orient et Occident, héritière de l'Empire ottoman, mais façonnée par les réformes radicales de Mustapha, Kemal Atatürk est, en 1939, un pivot. Celui qui contrôle les détroits du Bosphore et des Dardanelles tient une partie de la clé de la Méditerranée orientale. Hitler le sait, Londres le sait, Paris le sait. Et Massigli, débarqué ici sous prétexte de promotion, comprend qu'on vient de le placer sur une crête vertigineuse. Officiellement, il est l'ambassadeur d'une grande puissance victorieuse de 1918. En réalité, la France qu'il représente est fracturée, hantée par Munich, travaillée par la peur d'une nouvelle guerre. Bonnet, resté quelque temps encore au quai d'Orsay, envoie à Ankara des instructions prudentes, obsédé par la nécessité de ne pas provoquer l'Allemagne. C'est le même homme, la même logique d'apaisement qui ont déjà coûté la Rhénanie, l'Autriche, les Sudètes. Le rival de l'ombre n'a pas disparu. Il lui dicte désormais la ligne à suivre à distance. Massigli, lui, a d'autres obsessions. Il sait que la Turquie ne pourra pas rester indéfiniment à l'écart du bras de fer qui s'annonce. Il lit les rapports de Berlin, de Rome. Il décortique les discours nazis sur l'espace vital, les ambitions italiennes en Méditerranée. Il sent que l'heure n'est plus au demi-mot. S'il veut arrimer Ankara au camp franco-britannique, il doit aller vite, très vite. L'occasion se présente à la fin de l'été 1939. La crise autour de la Pologne s'envenime. Du fond de la steppe anatolienne, on entend déjà le grondement des blindés qui se massent à l'est. Un télégramme de Londres tombe un matin sur son bureau. Les Britanniques souhaitent conclure, avec la France et la Turquie, un pacte d'assistance mutuelle. Vite! Avant que le premier coup de feu ne parte, Massigli comprend le sous-texte. Vous avez quelques semaines, peut-être quelques jours, pour verrouiller la position d'Ankara. Après, il sera trop tard. Commence alors une course contre la montre d'une intensité que peu de diplomates vivront dans leur carrière. Dans les salons sobres du ministère turc des Affaires étrangères, il retrouve de vieux interlocuteurs croisés à Genève. Şükrü Saracoğlu, un ministre habile, fine moustache, regard perçant, et au-dessus de lui, le président İsmet İnönü, militaire austère, obsédé par la survie de son pays. Massigli doit convaincre ses hommes que l'avenir de la Turquie ne se joue pas dans un tête-à-tête prudent avec l'Allemagne, mais dans un pari risqué sur les démocraties occidentales. Face à lui, Saracoğlu ne cache rien de ses craintes. Votre armée est-elle prête? Vos gouvernements sont-ils stables?
Après Munich, après votre recul en Espagne, pourquoi devrions-nous nous lier à vous? Les Britanniques, eux, poussent pour un engagement ferme des Turcs en cas d'agression allemande dans les Balkans, mais rechignent à donner des garanties précises sur une aide concrète. Ils veulent l'alliance, sans la facture. Massigli se retrouve au milieu de ce triangle, pris en tenaille entre les calculs londoniens, l'angoisse ancariote et les instructions timorées de Paris. Les journées sont rythmées par une mécanique implacable. Le matin, une réunion avec les Britanniques pour harmoniser la position commune. L'après-midi, un entretien avec Sarah Collu. Le soir, un rapport fiévreux pour Daladier et pour Bonnet qui bloque ou amollit certaines formulations jugées trop engageantes et, pendant ce temps, à l'autre bout de l'Europe, les divisions allemandes se mettent en place. En septembre, quand l'attaque contre la Pologne se déclenche, l'horloge s'affole. L'Europe est à feu et le pacte avec la Turquie n'est toujours pas signé. Un soir, dans le salon de l'ambassade, l'air épaissi par la fumée des cigarettes, Massigli étale sur une table les différentes versions de l'accord. Il reste un point de blocage, une phrase à propos de l'assistance militaire en cas de guerre généralisée. Les Turcs réclament plus de précision, les Britanniques traînent, les instructions de Paris oscillent entre le courage et la peur. Si nous ne concluons pas dans les 48 heures, tout peut s'effondrer, murmure l'un de ses collaborateurs. 48 heures, encore un délai, encore une épée suspendue. Dans un dernier sursaut, Massigli décide de forcer la main. Il s'écarte, presque volontairement, des prudences envoyées depuis le quai d'Orsay. À Sarah Collu, il promet plus qu'on ne lui a autorisé à promettre. Il joue sa carrière, sa crédibilité, en avançant l'idée que la France tiendra, que la France se battra, que la France ne reculera plus. Il sait que si Paris désavoue ses paroles, il sera sacrifié. Mais il sait aussi qu'une alliance manquée ici laisserait à Hitler la porte grande ouverte sur le Moyen-Orient. Le 19 octobre 1939, enfin, le traité tripartite entre la France, le Royaume-Uni et la Turquie est signé à Ankara. Dans les couloirs de l'ambassade, on se serre la main avec un soulagement fébrile. C'est une victoire diplomatique indéniable, arrachée de haute lutte, en dépit de la méfiance de Bonnet et des hésitations britanniques. Un de ces actes qui, sur le papier, change la carte du monde. Mais la carte du monde, bientôt, va être chamboulée d'une manière que personne n'avait prévue aussi rapide. Car pendant que Massigli s'échine à consolider le flanc sud-est, le front de l'ouest se liquéfie. Depuis Ankara, la drôle de guerre lui parvient comme un bruit étouffé. Des rapports signalent l'absence d'opérations d'envergure, des soldats français immobiles derrière la ligne Maginot, des discours rassurants à la radio. Il s'inquiète de cet immobilisme, envoie des notes ou perce sa vieille obsession. Le temps, toujours le temps, que l'on gaspille, au lieu de l'utiliser pour prendre l'initiative. Puis, en mai 1940, tout s'accélère. La Wehrmacht déferle sur les Pays-Bas, la Belgique, la France. Les télégrammes qui arrivent à Ankara ne sont plus des analyses, mais des SOS. Percé à ses dents, effondrement du front, gouvernement en fuite. D'un jour à l'autre, ce qu'il avait mis des années à craindre devient réalité. La France, cette fois, ne tergiverse plus. Elle recule. Et voici qu'on en revient à cette nuit de juin où l'armistice est annoncé. Massigli, le visage fermé, il ne se contente pas d'y voir un échec militaire, il y lit la revanche de tout ce contre quoi il s'est battu, la logique de renoncement, l'obsession de sauver ce qui peut l'être, en sacrifiant le reste, la tentation de travestir la capitulation en sagesse. Très vite, les instructions détaillées annoncées dans le télégramme tombent, elles viennent de Vichy, portent la marque de certains hommes qu'il connaît trop bien. On lui demande de se rallier sans réserve au nouveau régime, de faire connaître à Ankara la volonté du maréchal Pétain de protéger la France, de rompre tout contact avec ceux qui, de Londres, commenceraient à contester cette légitimité. Au même moment, l'écho d'une autre voix lui parvient, faible mais tenace, par la radio anglaise grésillante de l'ambassade. Une voix grave, un peu rauque, qui appelle les Français à continuer le combat. Jean-Baptiste ne connaît pas encore personnellement le général de Gaulle, il entend seulement la détermination nue qui perce dans ses phrases. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.
Entre ces deux tons, celui de Vichy et celui de Londres, son dilemme se cristallise. Obéir, c'est s'inscrire dans la continuité administrative, garder son poste, préserver une illusion d'ordre. Refuser, c'est plonger dans l'inconnu, devenir un diplomate sans État, un fonctionnaire sans ministère. Il a 42 ans, une carrière brillante derrière lui, une famille, un nom. Jusqu'ici, ces combats s'étaient livrés à l'intérieur du système. Là, une ligne rouge se présente. Ce qui fait pencher la balance, ce sont les demandes de Vichy qui suivent. On lui ordonne non seulement de représenter le nouveau gouvernement, mais aussi de surveiller, de dénoncer les Français d'Ankara, qui seraient tentés par la dissidence, de transmettre à Paris les noms, les propos, les fréquentations, de devenir en somme l'œil d'un État qui commence à se retourner contre une partie de ses propres citoyens. Une note en particulier lui arrache un rictus de dégoût. Elle porte la marque de l'ancien monde, d'une main qu'il a croisée des centaines de fois dans les couloirs. Georges Bonnet, revenu. Dans le jeu, glissé dans l'ombre des nouveaux dirigeants, fidèle à son obsession de se ménager toutes les issues, y compris les plus sombres. Le vieux rival, celui qui, des années durant, a mis en musique l'apaisement, se retrouve maintenant dans le camp de l'ordre nouveau. À ce moment précis, le conflit cesse d'être théorique. C'est Bonnet ou lui. La logique de la capitulation ou celle, risquée, d'une fidélité à une certaine idée de la France. Alors, il décide de gagner du temps, il répond à Vichy par des messages ambigus, adopte un ton respectueux, mais ne prend aucun engagement ferme. Aux autorités turques, il parle de situation confuse, de gouvernement provisoire, laisse entendre qu'il faut attendre, ne pas se précipiter, il sait que chaque jour gagné est un jour où la France libre, en gestation à Londres, peut s'affermir. Les semaines qui suivent sont faites de faux calmes et de vraies menaces. Vichy multiplie les rappels à l'ordre, exige qu'il revienne en métropole, lui feint de ne pas entendre, invoque la difficulté des communications, la nécessité de protéger les intérêts français sur place. Les Turcs observent avec une prudence inquiète cette ambassade coupée de son centre, ce diplomate qui ne renie pas Vichy, mais ne s'y soumet pas. Finalement, à l'automne 1940, la rupture formelle survient. Massigli est révoqué de ses fonctions par le régime de Vichy. Sur le papier, il n'est plus ambassadeur de France. En réalité, il devient autre chose, un point de résistance silencieux, une anomalie dans le dispositif d'une Europe qui s'aligne peu à peu sur les puissances de l'Axe, mais on ne reste pas longtemps un diplomate sans port d'attache dans un monde en guerre. Les pressions se renforcent. Ankara, soucieuse de ne pas irriter Berlin, ne veut pas accueillir trop longtemps un représentant d'une France désormais dissidente. Les Britanniques, eux, voient en lui un potentiel atout pour De Gaulle et cherchent à le récupérer. Les services de Vichy le surveillent. La marge se réduit comme toujours. En 1942, après des mois d'arrangements précaires, une issue se dessine. Sous couvert d'un voyage privé, Massigli quitte finalement la Turquie, traverse le Levant, gagne le Proche-Orient, puis, par l'intermédiaire britannique, rejoint Londres. Le trajet n'a rien de triomphal. De frontière en frontière, il n'est plus qu'un Français parmi d'autres, muni de papiers temporaires, distribuant les explications, vagues, traversant des ports où les bateaux chargés de soldats et de réfugiés témoignent d'un monde à la dérive. Quand il met enfin le pied sur le sol britannique, l'air humide du quai l'accueille comme une ancienne connaissance. Londres, qu'il a tant fréquentée dans les années 1920 et 1930, n'est plus la ville paisible des dîners au Foreign Office. Elle est sous les bombes, striée de bunkers, hérissée de sacs de sable. Sirènes, vitres collées de rubans adhésifs, lampadaires éteints. Même la capitale de l'Empire a pris l'habitude de se rétrécir dans la nuit. C'est là, dans un bâtiment modeste de Carlton Gardens, où s'entassent des bureaux, des cartes, des drapeaux rescapés des ambassades. De fortune que Jean-Baptiste rencontre enfin De Gaulle. L'entretien, longtemps fantasmé, tient plus du choc que de la fusion. Le général se méfie des diplomates issus du Quai d'Orsay, qu'il accuse, parfois à raison, d'avoir trop souvent cédé, arrondi, temporisé. Massigli arrive avec son passé de directeur politique, avec ses batailles perdues contre l'apaisement, avec ses années d'exil en Turquie, où il a refusé Vichy sans pour autant se jeter immédiatement dans les bras de la France libre. De Gaulle le regarde avec cette distance glaciale qu'il réserve à ceux dont il n'a pas encore décidé s'ils seraient des alliés ou des obstacles.
J'ai besoin d'hommes qui parlent aux Britanniques, mais je n'ai pas besoin qu'ils parlent à ma place. Lance-t-il en substance, le message est clair. Vous ne serez pas un ministre indépendant, mais un instrument de ma politique. Pour Massigli, la nouvelle rivalité est là. Bonnet est loin, disqualifié par l'histoire. Le concurrent, désormais, c'est ce général qui concentre sur lui une légitimité naissante, qui attire à Londres les résistants, mais qui craint, par-dessus tout, de voir les vieux réflexes du Quai d'Orsay reprendre le dessus. Toute sa science, toute son expérience vont devoir s'inscrire dans un cadre où son autonomie est constamment surveillée. Pourtant, c'est dans cette tension que s'accomplissent certaines de ses plus grandes réussites. Car personne, à Londres, ne connaît aussi bien que lui les arcanes du Foreign Office, les humeurs d'Anthony Eden, les calculs de Churchill et de ses conseillers. Il a pratiqué ses hommes dans l'atmosphère policée de l'entre-deux-guerres. Il les retrouve armés, pressés, obsédés par la nécessité de tenir jusqu'à l'arrivée des Américains, mais profondément attachés à préserver l'influence britannique face aux géants qui montent. Sa tâche est double, presque contradictoire. Convaincre les Britanniques de traiter de Gaulle comme le chef d'un gouvernement français. En devenir, et convaincre de Gaulle que l'alliance avec Londres ne signifie pas mise sous tutelle. Entre ces deux méfiances, il marche sur une ligne de crête, les négociations sont parfois surréalistes. Dans les salons enfumés du Foreign Office, Churchill répète que de Gaulle est l'homme de la France, mais laisse filtrer son irritation devant son intransigeance. À Carlton Gardens, de Gaulle fustige les combines anglo-saxonnes et dénonce tout ce qui lui semble entamer sa souveraineté. Massigli doit transformer ses éclats en formulations diplomatiques supportables, trouver les mots qui apaisent, sans trahir. En 1943, un pas décisif est franchi. À Alger, où s'est installé le Comité français de libération nationale, la France libre se dote d'une structure quasi-gouvernementale. De Gaulle y partage, un temps, la direction avec le général Giraud. C'est dans ce contexte explosif que Massigli est appelé à jouer un rôle plus central encore. Il prend la tête de l'administration, des affaires étrangères du comité, reconstituant, dans les couloirs mal ventilés d'un immeuble algérois, un embryon de Quai d'Orsay. Les tensions n'y sont pas moindres qu'à Londres. Il faut gérer la cohabitation imposée avec Giraud, rassurer les Alliés, maintenir une représentation de la France dans un monde où les sièges et les capitales se déplacent au gré des débarquements. Massigli écrit, négocie, corrige, invente. Il prépare les bases de la présence française à la future conférence de paix, alors même que Paris est encore occupé. La contradiction ultime de sa position éclate à la Libération. En 1944, lorsque le gouvernement provisoire de la République française s'installe à Paris, le poste qui, logiquement, devrait revenir à l'ancien directeur politique, au diplomate qui a traversé la débâcle sans se compromettre, est occupé par un autre, Georges Bidault, et figure de la résistance intérieure, devient ministre des Affaires étrangères. C'est un nouveau twist dans sa carrière. Une fois encore, à l'instant où il pourrait prétendre au sommet, on l'écarte vers un ailleurs, prestigieux mais périphérique. On lui confie l'ambassade de France à Londres. Promotion magnifique, certes, mais aussi manière, pour de Gaulle et son entourage, de garder près, sans les laisser trop près du centre, ces professionnels de la diplomatie qu'ils ne contrôlent qu'à moitié. Massigli accepte. Parce qu'il connaît Londres comme personne, parce qu'il sent que, dans le monde qui sort des ruines, le lien franco-britannique sera plus que jamais vital, et parce qu'il voit une nouvelle fois dans ce déplacement apparent une occasion de transformer une marge en cœur du jeu. À partir de 1944, et pendant plus de 10 ans, il va faire de l'ambassade de France à Londres une véritable tour de contrôle des recompositions européennes. Le décor a changé, les salons de Carlton Gardens ont laissé place à une résidence officielle. Les uniformes ont cédé le pas aux costumes, sombres de la reconstruction. Mais les enjeux, eux, sont d'une ampleur presque plus vertigineuse que ceux des années 1930. Il y a désormais une menace nouvelle, atomique, soviétique. L'Allemagne n'est plus cette puissance arrogante qu'il fallait contenir, mais un pays vaincu qu'il va falloir, tôt ou tard, réintégrer dans un ordre européen si l'on ne veut pas qu'il bascule, cette fois, à l'Est. Et la France, humiliée par la défaite de 1940, relevée par la résistance, doit retrouver sa place entre le colosse américain et l'ombre massive de l'URSS.
Massili retrouve alors son vieux réflexe. Préserver le temps, ne pas le laisser filer, anticiper les points de rupture. Il travaille d'arrache-pied à des projets qui, sur le moment, paraissent presque techniques, mais qui vont structurer durablement le continent. En 1947, il contribue, en coulisses, au traité de Dunkerque, alliance défensive franco-britannique face à un éventuel retour de la menace allemande. Un an plus tard, il est l'un des Ankara ne sent pas la poudre. Elle sent la poussière chaude, l'encre fraîche des télégrammes et ce café noir qu'on avale comme un médicament. Et pourtant, c'est ici, loin des lustres de Paris, que Jean-Baptiste Massigli comprend la vérité la plus cruelle de sa carrière. On peut être exilé et se retrouver au bord du gouffre avec une seule allumette pour éclairer le monde. Sur la table de son nouveau bureau, en 1939, il y a 3 objets qui résument sa vie. Un portrait officiel du président de la République, un plan des détroits, Bosphore, Dardanelles, ces entailles d'eau qui décident du sort des flottes, et une pendule. Une pendule banale, ronde, silencieuse. Mais Massigli l'écoute comme un homme écoute un détonateur. Parce qu'on ne lui a pas seulement donné un poste, on lui a donné un délai. Un délai politique invisible, impitoyable. 6 mois, peut-être moins, avant que l'Europe bascule. Et s'il échoue à arrimer la Turquie au camp franco-britannique, le sud-est du continent deviendra une porte ouverte aux ambitions allemandes ou un couloir pour l'URSS et la Méditerranée orientale, un piège. Il arrive avec une idée fixe, transformer Ankara en pivot. Pas en salon diplomatique, mais en verrou. La Turquie de Mustafa Kemal Atatürk s'est modernisée à marche forcée, a rompu avec un empire défunt, a changé d'alphabet, de code, d'habitude. Un pays jeune dans son identité, vieux dans sa mémoire, méfiant par réflexe. Ici, on ne signe pas des traités pour faire plaisir à Paris, on signe pour survivre. Massigli le sait, il a le style des hommes qui n'élèvent pas la voix, mais qui plantent des clous. Il multiplie les visites, les conversations discrètes, les dîners sans musique. Son turc est limité, mais sa méthode est universelle. Écouter longtemps, parler court, proposer concret. Les chefs turcs veulent des garanties, des armes, des crédits et surtout un engagement clair. Si la guerre vient, la France et la Grande-Bretagne ne doivent pas les laisser seuls face à l'Allemagne ou à l'Italie. Massili, lui, doit vendre une promesse que Paris n'est plus sûr de tenir. Et derrière cette difficulté, il y a le fantôme d'un homme qu'il n'a pas laissé à Paris, Georges Bonnet. Même à distance, Bonnet reste un adversaire réel, presque physique. Il n'a plus besoin d'être dans le même couloir. Sa logique continue de peser sur les câbles, sur les budgets, sur les formulations. Bonnet a appris à gouverner avec l'opinion, à arrondir les angles, à appeler prudence, ce que Massigli nomme renoncement. L'ambassadeur le devine dans chaque hésitation, dans chaque réponse tardive, dans chaque ordre qui arrive trop flou pour être utile. La rivalité change de forme. À Paris, c'était un duel d'arguments. À Ankara, c'est une lutte contre le temps et contre le sabotage mou de la demi-volonté. Au printemps et à l'été 1939, Massigli joue une partie où chaque pièce vaut une frontière. Les Italiens regardent la Méditerranée comme une mare qu'ils veulent posséder. Les Allemands avancent leurs pions dans les Balkans avec ce mélange de brutalité et de sourire diplomatique qui rend leurs offres dangereuses, commerce, équipement, amitié. Les Soviétiques, eux, observent, prêts à pousser leur influence vers les détroits, et la Turquie, au centre, pèse ses intérêts, redoute les promesses creuses, se souvient qu'on l'a déjà sacrifié dans d'autres jeux. Massili n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'il n'a pas la marge. On lui a confié un front sans troupes. Son arme, c'est la crédibilité. Son carburant, ce sont des télégrammes et des chiffres. Il obtient des gestes, puis des accords de principe, puis il pousse vers ce qu'il vise depuis le début. Un engagement turc formalisé. Avec les Franco-Britanniques, un pacte qui n'aura peut-être pas la force d'arrêter Hitler, mais qui rendra son calcul plus coûteux. Le 19 octobre 1939, après des semaines où la moindre virgule a été disputée, la Turquie signe un traité d'assistance mutuelle avec la France et le Royaume-Uni. Sur le papier, c'est une victoire. Dans la pièce, on peut presque entendre le soupir de soulagement de Massigli. Il sait que ce n'est pas une armée, pas une barrière de béton, mais dans cette guerre qui vient, les alliances sont des digues morales. Elles retardent les effondrements, elles limitent les contagions.
Et pourtant, même au moment où il tient cette signature, un twist cruel se dessine. La guerre a déjà commencé sans la guerre qu'on attendait. Septembre 1939 a apporté l'invasion de la Pologne, puis cette drôle de guerre, où les armées se regardent au loin tandis que les chancelleries brûlent leurs illusions. Massily comprend que son traité est à la fois essentiel et fragile. Parce que si la France chancelle, la Turquie se repliera. Et si la Turquie se replie, tout son travail devient une note en bas de page de l'histoire. En 1940, la pendule sur son bureau devient un instrument de torture. Les nouvelles arrivent avec une netteté insupportable. Percée allemande, route encombrée de réfugiés, ville qui tombe comme des dominos. Il reçoit des descriptions qui ressemblent à des images de fin du monde. Colonnes de civils, charrettes, enfants endormis sur des valises, fumée noire derrière les lignes. Et au milieu de cet apocalypse, Paris ne répond pas toujours, ou répond trop tard, ou répond en se contredisant. Puis vient juin 1940. La France s'effondre. Et là, le temps se casse net, comme une branche. Massily, ambassadeur de France, se retrouve soudain face à une question qui n'est plus diplomatique, mais existentielle. Au nom de quelle France parle-t-il? Celle de Pétain, qui demande l'armistice et s'installe à Vichy? Ou celle d'un général presque inconnu, réfugié à Londres, qui prononce un appel à continuer la lutte? C'est ici que la rivalité avec Bonnet, lointaine mais persistante, prend sa forme finale. Non plus un désaccord sur une note, mais un choix de camp. La politique de l'apaisement a mené à l'abîme. Maintenant, elle exige l'obéissance à la défaite. Massily sait ce que Vichy va vouloir. Neutralité, docilité, prudence jusqu'à la paralysie. Il sait aussi ce que cela signifie pour son traité avec la Turquie, un papier qui se dissout au contact de la capitulation. La pression est immense. Dans les jours qui suivent l'armistice, il reçoit des consignes ambiguës, parfois contradictoires. On lui demande de rester loyal, de ne pas compromettre l'avenir, d'éviter les gestes irréversibles. C'est le vocabulaire de l'homme politique qui veut se laisser une porte de sortie. Massily, lui, n'a plus de porte. Il n'a qu'un couloir étroit, et au bout, un risque. Ce risque est personnel. Son statut, sa carrière, sa liberté même, un diplomate qui rompt avec Vichy peut devenir un paria, être radié, traqué, réduit au silence. Et il y a pire, il peut perdre toute capacité d'action. Or, Massily n'est pas un martyr, c'est un stratège. Il ne veut pas seulement être du bon côté, il veut être utile. Alors, il fait ce qu'il a toujours fait. Il calcule froidement pour servir une décision brûlante. Il observe Vichy, ses concessions, son obsession de plaire aux vainqueurs. Il observe Londres, qui tente de rassembler des morceaux d'armée, des navires, des voies, des symboles. Il regarde la Turquie, qui n'attend qu'un signe de faiblesse supplémentaire pour se recroqueviller, et il comprend que le temps de la diplomatie classique est terminé. Désormais, chaque jour d'hésitation est une victoire pour l'Allemagne. Son délai devient concret. Quelques semaines, peut-être quelques jours, avant que Vichy ne verrouille le corps diplomatique, avant que les communications ne soient coupées, avant que la Turquie ne traite avec les puissants du moment, Massily doit choisir vite, sans bruit, sans théâtre, et surtout avant que sa marge ne disparaisse. Le choix se fait comme une détonation silencieuse. Il se rapproche de Londres, il commence à agir de manière à préserver ce qui peut l'être, à garder des liens, à maintenir une ligne. La rupture n'est pas annoncée par un discours. Elle se lit dans les actes, dans les contacts, dans la manière dont il refuse de devenir le simple facteur d'une France vaincue. Et puis le coup de théâtre qui le force à accélérer. Vichy le révoque, brutalement. Comme on coupe un fil, Massily comprend que son adversaire n'est plus seulement un rival politique à Paris, mais une machine de pouvoir qui veut la soumission totale. Son nom est devenu suspect, précisément parce qu'il incarne l'autre logique, celle qui ne s'achète pas du temps en vendant des principes. Désormais, il est un homme sans poste officiel, mais avec une réputation intacte à Londres. Et cette réputation, il va la transformer en arme. Le diplomate écarté devient une ressource pour la France libre et pour les Britanniques. Quelqu'un qui connaît les rouages, les interlocuteurs, les codes. Quelqu'un qui n'a jamais été dupe.
Lorsqu'il rejoint la sphère londonienne, il n'arrive pas en héros de propagande. Il arrive comme un homme qui a vu trop de bureaux, trop de cartes, trop de signatures trahies. À Londres, la guerre a une odeur différente, celle du charbon humide, des abris, des rues noires pendant le Blitz. Il découvre une ville qui vit sous la menace aérienne, où chaque nuit peut être la dernière, et où, paradoxalement, la volonté semble plus dure que dans les salons de paix. On lui confie une mission qui ressemble à sa vocation profonde, rétablir des ponts, donner de la cohérence, empêcher la France libre d'être traitée comme un simple symbole. Il doit convaincre, expliquer, négocier encore, mais cette fois avec une urgence totale, parce que l'ennemi ne gagne plus seulement des territoires, il gagne des perceptions. Et dans une guerre mondiale, la perception devient du métal. La rivalité, pourtant, ne disparaît pas. Elle se métamorphose en combat contre l'héritage de l'apaisement. Massili doit lutter contre les soupçons britanniques, contre la fatigue, contre l'idée que la France est finie et qu'il ne reste qu'à gérer les décombres. Il doit prouver, jour après jour, que la France n'est pas seulement Vichy, que des forces existent, que des hommes continueront. Ces journées ressemblent à des séquences de films nerveux. Réunions dans des pièces enfumées, cartes sur les murs, listes de navires, discussions à voix basse, coups de téléphone interrompus. Chaque information est un éclat. Une colonie qui hésite, un officier qui bascule, une rumeur de négociation secrète. Et Massigli, au milieu, tente d'imposer ce qu'il sait faire. Transformer le chaos en décision. Mais l'histoire, encore une fois, n'offre pas de victoire propre. Elle offre des compromis, des tensions, des incompréhensions, entre Français libres, entre Britanniques, entre intérêts divergents. Il y a des moments où Massigli se retrouve à défendre la dignité d'un pays qui n'a plus de capitale, à réclamer une place à une table, où tout le monde parle d'armée et de tonnage. Son argument ultime n'est pas sentimental. Il est stratégique. Une France qui continue à se battre, même fragmentée, change l'équation de l'après-guerre. Abandonner cette France-là, c'est préparer de nouveau Munich. Et pourtant, au cœur de cette activité, une nouvelle contrainte surgit. On lui fixe un horizon, pas un horizon de carrière, un horizon d'utilité. Il doit obtenir des résultats avant que d'autres voix ne prennent le dessus, avant que la France libre ne soit marginalisée, avant que les Alliés ne verrouillent des décisions irréversibles sans elle. Dans cette guerre, l'absence se paye au prix fort. On ne récupère pas facilement ce qu'on n'a pas défendu au moment où cela se décidait. Alors il accélère, il insiste, il pousse, il rédige, il corrige. Il se bat avec des phrases, parce que dans une alliance, une phrase est parfois une division. Il apprend à utiliser la pression britannique sans s'y soumettre, à accepter l'aide sans perdre la souveraineté morale. Il joue serré, comme un homme qui sait que le monde d'après se prépare pendant le monde qui brûle. Et le twist le plus amer de tous, celui qu'il n'aurait jamais imaginé en quittant Paris pour Ankara, le frappe en plein visage. Il n'est plus seulement en lutte contre Hitler. Il est aussi en lutte contre l'effacement de la France par sa propre défaite. Et dans cette lutte, le temps est l'ennemi principal, parce qu'à mesure que les mois passent, d'autres puissances prennent l'habitude de décider sans elle. Ce n'est pas un récit de batailles au canon, c'est un récit d'aiguilles d'horloge, de signatures qui sauvent ou qui condamnent, de rivalités qui déplacent des hommes comme des pions, et parfois les libèrent, sans le vouloir. Bonnet a cru l'exiler en l'envoyant à Ankara. La défaite a cru le réduire au silence en le révoquant. Et pourtant, par une ironie tranchante, ses coups l'ont poussé vers l'endroit où sa lucidité devenait indispensable. Le cœur nerveux de l'Alliance, là où l'on construit, dans l'urgence et la nuit, la légitimité de la France qui refuse de mourir. La pendule, elle, n'a jamais cessé. Elle continue de mesurer ce qu'il reste avant la prochaine décision irréversible. Et Massigli le sait mieux que personne. Dans cette guerre, on ne perd pas seulement quand on est vaincu. On perd aussi quand on arrive trop tard. Contrôle longueur, 10 352 caractères, espace compris. La scène pourrait sembler banale. Un vieil homme courbé sur une carte de Descent-Sensi, l'Europe, un soir d'hiver, dans un appartement parisien silencieux, mais regardez mieux. Ses doigts tremblent à peine quand ils suivent, une fois encore, la ligne qui va de Dunkerque à Bruxelles, de Londres à Bonn. Il ne regarde pas la carte comme un collectionneur.
Il la scrute comme un chirurgien, regarde une cicatrice, parce qu'il sait que, derrière chaque trait d'encre, il y a un moment où tout a failli basculer, un rendez-vous avec le temps qu'il a fallu arracher de justesse. Ce vieil homme, c'est Jean-Baptiste Massigli, à la fin de sa vie. À la radio, on parle de Europe des Six, de couple franco-allemand, de veto français, contre l'entrée du Royaume-Uni, tout un vocabulaire qui, pour lui, sonne comme le récit d'une bataille dont on a changé les titres, mais pas les blessures. Entre ces mots et cette carte, il y a 3 décennies de lutte diplomatique, de délais imposés et une rivalité qui n'a jamais vraiment disparu. Celle entre sa vision d'une Europe portée par un axe franco-britannique et celle incarnée par d'autres hommes, d'autres projets, d'autres paris. Pour comprendre pourquoi ce vieil homme serre les lèvres en entendant le nom de Jean Monnet autant qu'en se rappelant celui de Georges Bonnet, il faut repartir là où tout semble recommencer. En 1947, dans une ville éventrée par la guerre, Dunkerque. Des maisons éventrées, des façades ouvertes comme des poupées russes, des rails tordus, un vent coupant venu de la mer. On a balayé les gravats juste assez pour que les délégations puissent passer. Ce 4 mars 1947, sous un ciel bas, dans une salle encore imprégnée d'odeurs de plâtre humide, Français et Britanniques signent ce qui deviendra le traité de Dunkerque, une alliance défensive face à un possible retour de la menace allemande. Massigli n'est pas à la table centrale, sous les flashs des photographes. Il est à quelques mètres, légèrement en retrait, un dossier légèrement trop lourd dans les bras. Il sait que l'image officielle retiendra les ministres, les signatures, les plumes. Lui retient autre chose, la course contre la montre qui a précédé ce moment. Car derrière ce traité, il y a une peur précise, glaciale. Et si les Américains, une fois la guerre gagnée, repliaient leurs troupes? Et si l'URSS, maîtresse de l'Europe centrale, décidait de tester la solidité de ce continent épuisé? On ne construit pas ce texte pour célébrer la victoire, mais pour conjurer une nouvelle possibilité de défaite. Les militaires parlent de division, les stratèges de zone d'occupation. Massigli, lui, parle d'horloge. Les Soviétiques avancent leurs pions, les Américains s'interrogent sur leur retrait, Londres redoute de rester seul face à Moscou. Le temps, encore, se rétrécit. À Londres, où il officie comme ambassadeur, il a passé des nuits à argumenter, phrase par phrase, avec les Britanniques. Pour eux, la priorité est claire, contenir l'URSS sans se lier les mains. Pour la France, le casse-tête est plus cruel. Ne pas redevenir le champ de bataille entre l'Est et l'Ouest, ne pas être relégué au rang de spectatrice pendant que d'autres dessinent le nouvel ordre européen. Le rival de toujours, Bonnet, n'est plus dans le décor officiel. La débâcle de 1940 l'a emporté loin du pouvoir. Mais la logique qu'il incarnait continue de rôder. La tentation de s'en remettre au plus fort, d'attendre qu'il tranche, d'éviter les engagements trop nets, Massigli s'y oppose avec la même obstination que dans les années 30. Il sait que si la France ne se place pas, dès maintenant, au centre des dispositifs occidentaux, elle deviendra un figurant de sa propre histoire. Un an après Dunkerque, la tension grimpe d'un cran. En mars 1948, le traité de Bruxelles associe la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg dans une union plus large. Là encore, Massigli est partout en coulisses. Il jongle entre télégrammes et entretiens, glisse des formulations, arrondit des angles, pousse à des engagements plus fermes. Les Britanniques veulent éviter de paraître enchaînés à un continent instable. Les Français craignent que l'Allemagne, même vaincue, redevienne tôt ou tard un facteur central et incontrôlable. Et puis, comme une vague qui dépasse tous les digues, un acteur revient au premier plan, les États-Unis. La doctrine Truman, le plan Marshall, la logique des blocs. En 1949, l'OTAN est en gestation. On ne parle plus seulement de traité européen, mais d'une alliance atlantique, militaire, permanente. À Londres, Massigli comprend que quelque chose de décisif se joue. Si la France ne s'inscrit pas pleinement dans ce système, elle sera écrasée entre le colosse américain et l'ombre soviétique. Le temps lui est compté, une fois encore. Il doit obtenir des garanties claires pour la France avant que le texte définitif du traité de l'Atlantique Nord ne soit figé, avant que le rouleau compresseur de la négociation multilatérale ne relègue ses objections en notes de bas de page.
Dans les salons feutrés du Foreign Office, son français précis se heurte à l'anglais taillé au couteau des diplomates et des juristes. On discute des clauses d'assistance, des conditions d'entrée en guerre, de la portée de l'article 5. Il se bat pour que la France ne soit pas un simple pion continental parmi d'autres, mais un pilier reconnu, avec sa voix propre. En avril 1949, quand le traité de Washington est signé, il sait qu'il vient d'aider à sceller un choix lourd, celui de l'arrimage occidental. Il n'a pas gagné sur tout, nul ne gagne jamais sur tout, mais il a préservé ce qu'il pouvait, enfermé dans un délai impitoyable. La peur d'une crise majeure à Berlin, la pression des opinions publiques lassées de la guerre, la tentation américaine de simplifier le jeu en traitant directement avec Londres. C'est à ce moment précis qu'apparaît, dans son horizon, une nouvelle figure, un nouveau concurrent. Pas un adversaire en chair et en os dans un bureau voisin, mais un esprit, une méthode, une vision, celle de Jean Monnet. Monnet, l'homme des plans, des chiffres, des communautés supranationales, propose une autre réponse à la même angoisse. Plutôt que d'additionner des alliances intergouvernementales, fusionner des souverainetés dans des institutions communes, placer le charbon et l'acier, c'est-à-dire dans l'Europe de l'époque, la base même de la puissance militaire, sous une autorité indépendante des États. Révolution tranquille, qui débouche sur une idée simple en apparence. Si la France et l'Allemagne partagent leurs ressources stratégiques, la guerre devient techniquement impossible. En mai 1950, quand Robert Schuman dévoile au monde ce plan forgé par Monnet, Massigli étouffe un mouvement d'humeur. De son ambassade londonienne, il voit immédiatement ce que beaucoup ne voient pas encore. Derrière les mots généreux, derrière l'aspiration à la réconciliation, il y a un basculement majeur. La France quitte, doucement, la logique des alliances classiques, où les diplomates comme lui sont au centre du jeu, pour entrer dans un système où la décision s'éloigne vers des hautes autorités, moins visibles, moins contrôlables. Mais surtout, il décèle l'autre conséquence. L'axe qui se dessine n'est pas celui qu'il a patiemment construit. Ce n'est pas franco-britannique, c'est franco-allemand. Londres, méfiant par instinct envers toute structure supranationale, regarde ce Schuman Plan comme un piège continental, une construction dont il n'a pas choisi les règles. Massigli, qui a toujours rêvé d'une Europe arrimée à la fois à Paris et à Londres, voit se former sous ses yeux un modèle où la France et l'Allemagne deviennent le cœur, et la Grande-Bretagne, un satellite hésitant. Le rival désormais n'est plus Bonnet l'apaisement, mais Monnet l'intégration. Deux façons de répondre au traumatisme de 1940, deux façons de conjurer le retour du désastre, l'une par des alliances politiques et militaires, l'autre par la fusion économique, deux façons aussi d'utiliser le temps. Pour Massigli, il s'agit de gagner des délais, d'ajuster, de négocier à chaque crise. Pour Monnet, il s'agit de créer des mécanismes qui, une fois lancés, échappent aux improvisations nationales. Le choc n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de scène où il s'invective devant les caméras. Mais dans des notes, des télégrammes, des conversations en marge, on sent la friction. Massigli met en garde contre le risque d'un déséquilibre. Une Allemagne occidentale reconstruite trop vite, encadrée par des institutions qui, sous couvert de supranationalité, donneraient à Berlin une influence déterminante. Monnet, de son côté, estime que seule la mise en commun rapide des moyens de production permettra de neutraliser cette peur. À Londres, Massigli se retrouve pris dans un nouveau compte à rebours. Le gouvernement travailliste de Clément Attlee hésite. Doit-il rejoindre cette communauté européenne du charbon et de l'acier qui se prépare au risque de diluer sa souveraineté industrielle, ou rester à l'écart, quitte à laisser le continent s'organiser sans lui? Massigli tente une manœuvre délicate, convaincre les Britanniques de ne pas tourner le dos à l'Europe naissante, tout en convainquant Paris de ne pas enfermer cette Europe dans un tête-à-tête franco-allemand. Il n'a pas assez de temps. En 1951, le traité instituant la CECA est signé sans le Royaume-Uni. C'est un tournant. Au même moment, la logique de la guerre froide impose un autre dossier brûlant, celui du réarmement allemand. La guerre de Corée a éclaté. Washington exige que l'Europe occidentale soit capable de se défendre. Or, sans la puissance militaire de la République fédérale, la ligne de front est trop fragile.
En France, le mot même de réarmement allemand est un déclencheur de cauchemar. La solution imaginée est d'une audace bureaucratique extrême. Une communauté européenne de défense, la CED, qui intégrerait les forces allemandes dans une armée européenne, sous un commandement commun. Massigli voit venir le piège. D'un côté, il comprend l'impératif stratégique. On ne peut pas laisser l'armée allemande renaître en dehors de tout cadre. De l'autre, il redoute que cette construction supranationale, si elle échoue ou si elle se délite, ne laisse la France face à ce que elle craint le plus, une Allemagne réarmée mais libérée de tout carcan. La course contre la montre reprend. Il faut, en quelques années, obtenir la ratification de la CED, rassurer les opinions, convaincre les Britanniques de soutenir l'ensemble, sans en faire partie. Acrobatie parfaite. Dans les couloirs de son ambassade, Massigli multiplie les messages vers Paris. Attention à ne pas lier la sécurité française à des Smijsende Isway. Schéma trop abstrait. Attention à ne pas humilier la Grande-Bretagne en la tenant à l'écart des décisions structurantes. Attention, surtout, au temps. Parce que si la France traîne, les Américains perdront patience. Et l'Allemagne finira par reprendre en main sa défense dans un cadre purement national. Mais cette fois, le twist ne vient pas de l'extérieur. Il vient de Paris. En août 1954, l'Assemblée nationale, épuisée, méfiante, hantée par les souvenirs de 1940, refuse de ratifier la CED. D'un coup, le château supranational conçu pour encadrer le réarmement allemand s'effondre. Beaucoup y voient une catastrophe politique. Massigli, lui, y lit une confirmation tragique de ses intuitions. On avait voulu aller trop vite, trop haut, trop loin, sans bâtir la confiance entre les nations. Le temps, ici, a joué contre monnaie, mais il ne joue pas vraiment pour Massigli, car le résultat n'est pas le retour à son schéma rêvé d'une Europe structurée par l'alliance franco-britannique. Le résultat, c'est une improvisation. Quelques années plus tard, l'Allemagne fédérale est réarmée dans le cadre de l'OTAN. La construction européenne continue, mais sur un mode où le couple Paris-Bonn devient l'axe central, avec Londres sur le pas de la porte. En 1965, après plus de 10 ans à Londres, Massigli quitte son poste d'ambassadeur. Ce n'est pas un renvoi brutal, plutôt un glissement. La 4e République multiplie les crises ministérielles. Les gouvernements se font et se défont. L'usure se lit sur les visages. Lui a servi tous ses cabinets, maintenu le lien avec le Royaume-Uni pendant les débuts de la guerre froide, accompagné la naissance des premières institutions européennes, mais il sent aussi que la grande bataille de sa vie, imposer durablement l'idée d'un axe franco-britannique structurant l'Europe, n'a pas été gagnée. Il entre alors dans ce que beaucoup appellent la retraite. Le mot est trompeur. Massigli n'a jamais été homme à se taire. Simplement son terrain change. Ce ne sont plus les dépêches diplomatiques, mais les articles, les conférences, les conversations dans les cercles où l'on refait le monde une fois qu'on croit l'avoir déjà réglé. Il observe avec une attention mêlée de scepticisme les soubresauts de la 4e République, la guerre d'Indochine, puis celle d'Algérie, l'usure des coalitions, et puis survient, en 1958, un nouveau tremblement de terre, le retour au pouvoir du général de Gaulle. L'homme de Londres, celui qui l'a servi dans les années noires avec une méfiance réciproque, devient le maître incontesté de l'État. La veuve république s'installe, et avec elle, une autre vision encore de la place de la France en Europe et dans le monde. Le nouveau twist de l'histoire, pour Massigli, est cruel et fascinant. De Gaulle partage avec lui une obsession, l'indépendance française. Mais leur manière de la défendre diverge, quand, dans les années 60, le général oppose 2 fois son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne. Jean-Baptiste sent remonter toutes ses frustrations de Londres, là où lui voyait dans la présence britannique au cœur de l'Europe un moyen d'équilibrer le couple franco-allemand. De Gaulle redoute une tête de pont américaine dans le marché commun. Le vieux diplomate se retrouve, à plus de 70 ans, en porte-à-faux avec le récit dominant gaulliste. Il continue de plaider, dans ses écrits et interventions, pour une entente franco-britannique profonde, complémentaire de la construction européenne et non concurrente. Une Europe trop repliée sur le continent lui semble déséquilibrée, vulnérable à la fois à l'Est soviétique et aux pressions de l'Ouest américain.
Le rival, à ce stade, n'est plus une personne, c'est une mémoire officielle qui se met en place, celle qui raconte la construction européenne comme une évidence, la marginalisation de Londres comme un détail, la centralité du couple franco-allemand comme un fait naturel. Massili, lui, sait à quel point rien de tout cela n'était écrit. Il sait les hésitations, les branlements, les occasions manquées. Il sait aussi ce qu'il en a coûté de maintenir, parfois seul, l'idée qu'il fallait associer pleinement les Britanniques à ce qui se construisait à Six. Alors, une nouvelle course contre le temps commence. Non plus pour arracher une clause dans un traité ou convaincre un ministre avant une signature, mais pour sauver de l'oubli son propre point de vue. Il se met à écrire. Longuement, des mémoires, des analyses, des portraits, où De Gaulle, Bonnet, Monet, Eden, Churchill, Bidault, Schuman apparaissent non pas comme des statues, mais comme des hommes, avec leurs élans et leurs angles morts. Il veut montrer que la diplomatie n'est pas une suite de coups de génie isolés, mais une lutte constante contre la facilité de renoncer. Il veut aussi, sans l'avouer trop franchement, régler quelques comptes. Bonnet, bien sûr, dont le nom continue d'incarner pour lui la fausse prudence, mais aussi cette tendance profonde de la France à arriver une demi-heure trop tard au rendez-vous essentiel, à n'assumer les choix qu'une fois qu'ils se sont imposés de l'extérieur. Pendant ce temps, le monde change encore. En 1963, la signature du traité de l'Élysée scelle la réconciliation franco-allemande. En 1973, le Royaume-Uni finit par entrer dans la communauté européenne. 15 ans après que Massigli a quitté l'ambassade de Londres, cet événement, il ne le voit pas comme un simple élargissement. C'est, à ses yeux, la démonstration tardive que son intuition n'était pas folle. L'Europe est plus solide quand elle conjugue Paris, Bonn et Londres. Mais c'est aussi, pour lui, une étrange victoire posthume. L'axe qu'il appelait de ses vœux existe enfin, sans lui, sans son nom. Les années 1970 sont celles d'un autre compte à rebours, plus intime. La santé décline, les forces manquent. Il continue pourtant à recevoir, à discuter, à suivre les dossiers. Des jeunes diplomates viennent parfois le voir comme on consulte un vieux grimoire. Il découvre un homme qui n'a rien de nostalgique, mais beaucoup de lucidité. Il parle de Moscou, de Washington, de Bruxelles, avec la même précision que lorsqu'il évoquait déjà, en 1919, les conseils des vainqueurs. Le 3 février 1978, Jean-Baptiste Massigli s'éteint. Pas de funérailles nationales spectaculaires, pas de panthéonisation immédiate. Sa disparition ressemble à sa vie, discrète en surface, décisive dans ses effets. La carte qu'il gardait sur sa table, dans son appartement, reste. Avec ses traits, ses frontières, ses noms de traités, Dunkerque, Bruxelles, Washington, Paris, Bonn, Londres. Pour un regard distrait, ce ne sont que des points reliés par des lignes. Pour qui connaît son histoire, ce sont autant d'instantanés où un homme, face au temps qui se resserrait, a choisi de se battre plutôt que de se résigner. Sa postérité n'est pas celle d'un fondateur mythifié, elle est plus subtile, presque souterraine. On la trouve dans la manière dont la diplomatie française, après lui, a cessé de croire qu'elle pouvait se contenter de gérer les crises sans les anticiper. Dans cette méfiance, restée vive, envers les solutions trop rapides, les apaisements sans garantie, les constructions supranationales sans légitimité claire. Mais aussi, paradoxalement, dans l'acceptation progressive qu'une Europe politique ne peut pas se bâtir sans associer étroitement Londres quand Londres le veut et sans l'encourager à le vouloir. En filigrane, derrière les communiqués, les photos de sommet, les poignées de main, il y a toujours cette rivalité fondatrice qui a rythmé sa vie, celle entre deux façons de regarder l'avenir. L'une, celle de Bonnet, rassuré par les délais, fasciné par l'évitement. L'autre, celle de Massigli, convaincu que le temps est un adversaire qu'il faut prendre de vitesse, quitte à y laisser une partie de soi. Et si l'on tend l'oreille, vraiment, on peut encore entendre, derrière le bruit des avions, des traités et des sommets, le tic-tac, obstiné de cette pendule qu'il regardait à Ankara, à Londres, à Paris. Ce tic-tac qui lui rappelait, un chacon croit souvent qu'un diplomate prend sa retraite, comme s'il posait un chapeau, fermait une porte, et que le monde cessait de lui demander des comptes. Pour Jean-Baptiste Massigli, c'est l'inverse. Plus il s'éloigne des postes, plus le passé vient le chercher.
Et il vient le chercher avec un bruit sec, presque métallique, celui des alliances qu'on a signées trop vite, des promesses qu'on a crues solides, des rivalités qu'on pensait enterrées, et qui ressurgissent au moment où l'on baisse la garde. Car voici le contraste qui doit nous tenir jusqu'au bout. L'homme qui a passé sa vie à gagner du temps contre les catastrophes va terminer la sienne prisonnier d'une autre horloge, intime, biologique, impossible à négocier. Et il le sait, il le sent. Il a vu trop d'empires tomber pour ne pas reconnaître, dans son propre corps, le début d'un effondrement. Lorsqu'il quitte l'ambassade de France à Londres en 1954, après 10 années au cœur de la reconstruction européenne, il n'emporte pas seulement des cartons de dossier, il emporte des ombres. Londres, qu'il avait connue élégante et sûre d'elle, est devenue la ville des pénuries, des immeubles rafistolés, des réunions nocturnes, où l'on invente l'après-guerre en comptant les tonnes de charbon et les divisions disponibles. Massily a participé à ces grandes mécaniques, le traité de Dunkerque, puis les premiers pas vers une coopération occidentale plus large, l'OTAN, la question allemande, et cette obsession qu'il a toujours eue, empêcher qu'un nouveau Munich se glisse, par paresse, dans les plis de la diplomatie. Mais en 1954, l'ambiance a changé. La guerre froide a durci les vis. Les Américains pèsent comme une montagne sur l'Europe. Les Britanniques veulent préserver leur marge. La France, elle, vacille déjà sur un autre front. L'empire colonial se fissure et, avec lui, une partie du récit national. L'Indochine s'effondre à Dien Bien Phu la même année. Un choc, un grondement qui traverse toutes les chancelleries. Massily, qui a vécu 1940, reconnaît la texture d'une défaite, pas seulement militaire, morale, nerveuse, politique. Et pourtant, au moment même où l'histoire redevient brutale, on le renvoie à la vie privée. C'est ainsi que l'administration formule les choses, comme si un homme qui a tenu la France debout à Londres pouvait se ranger dans un tiroir. Il rentre à Paris avec la politesse de ceux qu'on congédie en les remerciant, mais sans leur demander leur avis. Il n'est pas amer en surface, il l'est en profondeur. Parce qu'il comprend ce que signifie ce départ. Une génération s'éteint, une autre arrive, moins marquée par 1938, moins obsédée par les engrenages de l'apaisement, plus tentée par l'improvisation, par le coup politique, et Massily, lui, n'a jamais cru au coup. Il a cru aux structures, aux lignes de force, à la patience armée. Dans l'ombre, son vieux démon se réveille, la rivalité. Sauf qu'elle a changé de visage. Bonnet appartient au passé, discrédité, presque fantomatique. Le nouveau concurrent n'est pas un homme unique, c'est une époque où les diplomates de carrière, ceux du Quai d'Orsay, ceux des notes, des formules précises, des avertissements silencieux, se voient contestés par des décideurs plus politiques, plus médiatiques, plus pressés. Massily a toujours travaillé dans les coulisses. Soudain, on lui explique que les coulisses comptent moins. Il se met alors à écrire, pas des dépêches, des livres, des articles, des mémoires, des analyses, où il tente de fixer ce qu'il a vu avant que d'autres ne le racontent à sa place. Et c'est là que se joue un twist discret. L'homme de l'État devient, malgré lui, un homme contre l'oubli. La plume remplace la note diplomatique, mais l'intention reste la même. Empêcher une illusion de s'installer, ces textes ne sont pas des confessions romanesques. Ils sont construits comme lui, clairs, tendus, structurés, parfois tranchants. Il ne cherche pas à être aimé, il cherche à être exact. Et cette exactitude, dans la France des années 1950, dérange. On commence à reconstruire une légende confortable, celle d'une continuité naturelle entre la République, la résistance et la puissance retrouvée. Massily, lui, sait que la continuité a été brisée, que le fil a failli se rompre 1000 fois, que des décisions minuscules ont parfois sauvé l'essentiel, et que d'autres, prises par lâcheté, ont précipité la chute. Pendant qu'il écrit, la France bascule. 1956, Suez. Un autre choc, presque surréaliste, où Paris et Londres, ses alliés si souvent invoqués, se retrouvent humiliés sous la pression américaine et soviétique. Massily suit cela comme on suit l'agonie d'une vieille idée, celle des puissances européennes capables, seules, de façonner le monde. Il ne jubile pas. Il constate, il voit exactement ce que cette crise signifie. La hiérarchie internationale a changé, et ceux qui n'adaptent pas leurs réflexes seront broyés.
Et puis vient 1958. La 4e République s'écroule, l'Algérie dévore la politique française et Charles de Gaulle revient au pouvoir. Pour Massigli, c'est un moment impossible. L'homme avec qui il a travaillé, l'homme avec qui il s'est heurté, l'homme qui l'a tenu, à distance tout en se servant de ses compétences, devient le centre absolu du système. On pourrait croire que Massigli se rapprocherait, qu'il reviendrait dans le cercle, qu'on lui offrirait un rôle. Mais non, de Gaulle n'a pas besoin de Massigli. Il a besoin de symboles, de fidélité nette, de verticalité, et Massigli est une autre forme de puissance. Une puissance de réseau, d'archives vivantes, de nuances. Une puissance qui ne se laisse pas posséder. Le général, instinctivement, s'en méfie. La rivalité, ici, n'est plus personnelle, elle est philosophique. De Gaulle bâtit une politique étrangère de grandeur, d'indépendance, de gestes spectaculaires parfois. Massigli, lui, reste l'homme des mécanismes patients, des engrenages qu'on graisse avant qu'ils ne cassent. Il observe le nouveau régime avec une attention presque médicale. Il en admire certains réflexes, la volonté, la dignité, mais il redoute les emballements, les solitudes, les paris trop dramatiques. Et surtout, il comprend quelque chose qui lui serre la gorge. Dans l'histoire officielle qui se réécrit, les diplomates comme lui risquent d'être réduits à des silhouettes. Les artisans de l'entre-deux, les hommes des transitions, ceux qui ont tenu pendant que d'autres parlaient plus fort, disparaissent facilement des récits. Massigli ne veut pas disparaître, pas par vanité, parce qu'il sait que l'oubli est une école de répétition. Les années passent, il vieillit sans se retirer vraiment. On le consulte encore, on l'invite, il apparaît comme une autorité, un témoin, un grand serviteur. Mais lui entend ce que cette formule cache. On le transforme en statue pour ne plus l'écouter. Dans son appartement parisien, il garde ses habitudes de guerre, lecture matinale, dossiers annotés, coupures de presse classées. Il suit l'Europe qui se construit. La Sequéa a ouvert une voie. Le marché commun naît en 1957. Et il voit que ses intuitions sur la nécessité d'arrimer l'Allemagne à un système occidental prennent corps. Cela devrait le réjouir. Pourtant, il y a, dans sa satisfaction, une inquiétude. Ce que l'on bâtit peut se défaire si l'on oublie pourquoi on l'a bâti. Et à mesure que la mémoire collective se simplifie, Massigli devient plus tranchant. Ses interventions se font plus rares mais plus denses. Il rappelle les faits. Il souligne les contradictions, il pointe parfois les aveuglements. Ce n'est pas un vieillard qui radote. C'est un homme qui voit les mêmes erreurs revenir sous d'autres costumes. Le temps, son adversaire de toujours, se met alors à attaquer sur un autre terrain. Dans les années 1970, son cercle se réduit, des amis disparaissent, des témoins se taisent. Les archives, elles, restent, mais elles ne parlent pas sans interprète. Massigli comprend qu'il est lui-même un morceau d'archive, un morceau fragile. Et c'est là qu'arrive la vraie contrainte, la plus implacable, celle qu'aucune note ne repousse, la santé. Les détails intimes ne sont pas toujours publics, mais la mécanique est universelle. Le souffle plus court, la fatigue, cette sensation que la journée se rétrécit. Lui qui a vécu à l'échelle des crises internationales se retrouve à calculer autrement. Combien de pages peut-il encore écrire? Combien d'entretiens acceptés? Combien de clarifications déposées avant que sa voix ne se perde? C'est son dernier compte à rebours. Non pas avant la signature d'un traité, mais avant le silence. Alors, paradoxalement, il accélère. Il met de l'ordre. Il corrige. Il classe. Il veut que ses papiers puissent être compris sans lui. C'est une scène presque visuelle. Un vieil homme, dans une lumière d'hiver, entouré de dossiers, en train de lutter contre la dispersion. Comme il a lutté contre l'effondrement, sauf que cette fois, l'ennemi ne porte pas d'uniforme, n'envoie pas de télégramme. Il est intérieur. Et puis, le dernier twist, le plus cruel peut-être, au moment où l'Europe commence à ressembler à ce qu'il a voulu, une Europe occidentale. Structurée, liée, moins suicidaire, le monde s'éloigne de son vocabulaire. Les nouvelles générations parlent d'économie, de société, de culture, de contestation. Les termes de 1938 semblent archaïques. Les leçons de l'apaisement deviennent des références scolaires. Massigli voit venir le risque qu'il a toujours combattu. L'idée que cela ne peut plus arriver, l'idée la plus dangereuse de toutes. Le 3 février 1978, Jean-Baptiste Massigli meurt à Paris. Il a 89 ans.
Une vie entière à tenir des fils entre des capitales, à éviter des ruptures, à gagner des jours quand d'autres gaspillaient des années. Sa disparition ne provoque pas de séisme politique, et c'est précisément cela qui mesure la distance entre l'homme et le spectacle. Les diplomates essentiels meurent souvent dans une relative discrétion, alors qu'ils ont, pendant des décennies, empêché que le monde bascule trop vite. Son héritage, pourtant, est partout, mais invisible, dans l'idée que les alliances doivent être pensées avant la crise, pas pendant, dans la conviction que l'Allemagne ne doit jamais être laissée hors système, dans la mémoire que la défaite commence toujours par une phrase qui rassure et qui endort, dans l'intuition que l'Europe ne survit que si elle se construit contre ses vieux réflexes, pas avec eux. Et si l'on devait retenir une image pour refermer ce récit sans le refermer vraiment, ce serait celle-ci, une pendule. Celle d'Ankara, celle de Londres, celle de Paris, une pendule qui n'a jamais cessé. Massili a passé sa vie à écouter son tic-tac, comme on écoute une menace. Et au fond, c'est peut-être cela, sa dernière leçon, celle qui traverse toutes les époques. Le danger n'annonce pas son nom. Il s'annonce par le temps qu'on perd.